Pourquoi la maman peut ressentir ce que ressent son enfant? Tout simplement parce qu'elle vit intérieurement une sorte de régression. Elle devient très sensible, très vulnérable. C'est pour ça que je dis souvent, la nature, elle est bien faite. Autrement, elle ne pourrait pas deviner les besoins de cet enfant. Mhm. Et donc, les mamans ne sont pas préparées à cet état de régression psychique, de vulnérabilité. Ils sont pas mais cet état, il est nécessaire. Il est nécessaire pour qu'elle soit le plus proche possible des besoins de cet enfant qui ne sait pas encore parler, qui ne fait que crier, pour apprendre à faire la différence entre ces cris, les cris d'un malaise ou les cris parce qu'il a faim ou parce qu'il a besoin d'être changé ou parce que ceci, cela. Donc, pour qu'elle arrive à détecter les besoins de l'enfant, elle s'accorde. Il y a un accordage. Elle s'accorde sur la psyché de l'enfant. Donc, elle devient toute vulnérable. Elle devient angoissée. Mais tout ça, c'est ce que l'enfant vit. Coucou, moi c'est Leïla. Moi, c'est Linda. Vous êtes en train d'écouter le podcast Mères croisées. Ce podcast est né de ma rencontre avec Linda et avec beaucoup d'autres mamans d'ici et d'ailleurs. Des femmes venues d'horizons différents, avec leur culture d'origine, leurs histoires, leurs valeurs, leurs rêves et parfois même leurs blessures. Avec Leïla, nous sommes aussi deux mamans d'ici et d'ailleurs. Et nous avions envie de partager en toute sincérité nos histoires, qui résonnent avec les vôtres. Parce qu'on sait ce que signifie élever ses enfants loin de ses racines. Ici, nous faisons écho à la voix de ces mamans qui se croisent, se reconnaissent et se comprennent. Même si elles viennent de mondes différents, ces femmes partagent les mêmes défis. Les joies de la maternité, les doutes. Elles aspirent à s'enraciner ici, même si elles viennent d'ailleurs. On parlera de transmission, des réalités du quotidien et on s'interrogera sur la parentalité entre deux cultures. Sur ce qui crée des ponts entre ici et là-bas, entre héritage et nouveau départ. Ce podcast est pour celles qui se reconnaissent dans la complexité, la richesse et la beauté d'être parents d'ici et d'ailleurs. Avant de commencer, nous avons envie de vous dire, Vous n'êtes pas aussi seul que vous le pensez. parce que oui, même à des milliers de kilomètres, nous sommes nombreuses à se poser les mêmes questions. Alors, sans plus attendre, on démarre. Bonjour Linda, bonjour les marques croisées. Bonjour les mains croisées. Leïla, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Je suis en forme et je suis ravie d'être là et de partager encore ce moment avec vous toutes et tous. Ça va, tu t'habitues à tourner comme ça des épisodes de podcast, ça te plaît? J'adore. Ah, belle expérience, je suis contente. Pareil, pareil. Alors, l'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial. De toute façon, ils sont tous un peu spéciaux, ils sont censés tous vous toucher un peu, vous parler, mais là, on va parler de quelque chose qui va certainement vous toucher, on va parler d'accouchement. L'accouchement, souvent, c'est toujours une histoire. On a toujours une histoire à raconter pour chacun de nos accouchements. On le sait bien, hein, il n'y a pas un accouchement qui ressemble à un autre. Mais là, on voulait parler de ça, du fait que c'est quand même en plus assez spécial quand on est loin de nos proches, de notre maman, notre sœur, et de cette vulnérabilité qu'on peut ressentir par rapport à cet éloignement. On va parler un peu voilà, de tous ces sujets qui concernent l'accouchement. Leïla, tu veux dire quelque chose? Oui, donc vous l'avez compris, ça va être très sensible aujourd'hui parce que on va parler d'accouchement, de mettre au monde son enfant et toute la sensibilité qu'il y a autour, euh, le corps, la psyché, les émotions, les ressentis, les peurs, les angoisses, la joie, la découverte, la surprise, se découvrir. Se découvrir parent et puis la séparation, puisque accoucher, c'est se séparer de cet objet intérieur, le découvrir, se découvrir soi-même. Donc Mhm. ça va être passionnant. Ça sera le sujet du jour. Et puis tu as parlé de vulnérabilité, Mhm. toute la vulnérabilité qu'il y a autour. Ouais. Qu'est-ce que Leïla, ça t'évoque?
Alors moi, si je parle de vulnérabilité, ça me rappelle plus la fin. Allez, c'est pas grave, je commence par la fin. Mhm, Parce que ça m'a marqué quand on est rentré chez nous avec le bébé, hein, le tout premier, et que mhm, là, je suis en larmes, je mhm, pleure. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai les larmes aux yeux encore, tu vois, parce que vraiment, mhm, ça, mhm, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est le qu'est-ce qu'on a fait, c'est, et je le dis à mon mari, je lui ai dit, je me suis jamais sentie aussi vulnérable de ma vie. mhm, J'étais en mode, mais s'il lui arrive quelque chose, mais je suis finie. Je peux pas. On a un être humain entre nos mains, sa vie est entre nos mains. Puis, voilà, moi, quand tu me ouais, parles de vulnérabilité accouchement, je pense d'abord à ça. Au-delà de tout ce qui a pu se passer pendant les deux mhm. accouchements, c'est ça Oui, qui me vient à l'esprit quand tu dis vulnérabilité. Mm. oui, c'est être vulnérable, tout petit, dépendant, Mm. attachant, Mhm. qui rend vulnérable sa maman, son papa. C'est, encore une fois, c'est universel. C'est marrant parce qu'on n'avait pas prévu de démarrer comme ça, parce que Non, quand on non. parle comme ça d'un épisode sur la maternité, sur l'accouchement, donner naissance Mhm. de son enfant loin de chez soi, loin de sa terre d'origine, son pays d'origine, on pensait, en tout cas, on pensait que euh, ce qui allait ressortir de ce début d'épisode, c'est plutôt les liens, l'attachement, Mhm. la nostalgie, les besoins. Mais finalement, l'enfant vulnérable s'impose. C'est lui qui nous montre la direction. Et j'ai dit, c'est universel. Effectivement, c'est universel. Cette vulnérabilité, elle a un objectif, elle a une raison. Et, et malheureusement, on ne l'explique pas. Tu as parlé de l'expérience de maman qui réalise que elle vient de donner naissance à un enfant tout petit, ce petit être vulnérable qu'elle doit protéger, qui va dépendre d'elle. Et la maman, à ce moment-là, elle ressent une émotion, quelque chose à laquelle elle s'attendait pas. Parce Ah que, oui, oui, parce que tu sais que tu deviens mère pendant que tu es enceinte, mais quand ouais, tu le vois, et, enfin, tu oui, réalises vraiment que tu es maman voilà. et que, et que ça y est, tu veux pas Oui, te passer de lui, ça y est, oui, tu peux pas imaginer vivre sans ce nouvel enfant, quoi. ce Mhm. dont tu parles, c'est l'épreuve de réalité. Parce que c'est quoi la naissance? C'est quoi la grossesse avant la naissance? C'est quoi la grossesse? C'est quoi le désir d'enfant? Le désir d'enfant, c'est quelque chose qu'on a fantasmé, à laquelle on a réfléchi, qu'on a espéré, qu'on a idéalisé. Et puis, toutes les sociétés sont un peu comme ça. La maman, lorsqu'elle est enceinte, la femme, lorsqu'elle est enceinte, tout le monde est content. On dirait que la survie de l'espèce dépend d'elle. On dirait que ça y Même est, elle va nous sauver. Même quand je croise une femme que je connais pas trop, Exactement. qui me dit qu'elle est enceinte, je suis toute contente, comme si, Oui, voilà. partout dans le monde, les choses commencent bien sûr avant le désir d'enfant, avant même et là, avant la grossesse. C'est chez la petite fille qui voit sa maman enceinte peut-être de son petit frère, sa petite sœur, enfin, la petite fille qui, à un moment ou à un autre dans son développement, réalise que elle aussi, elle aura ça, Mm. cette mission. Donc le désir d'enfant, ça, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est quelque chose qui se construit très très tôt. Mais on va parler de la grossesse, de tout l'épisode de la grossesse, les 9 mois. Le 9 mois, c'est tout un chamboulement dans la vie de la maman, dans ce qui se passe dans son ventre, de cet enfant qui se développe, des mouvements, ce qu'elle ressent. Euh, on va dire que c'est quelque chose de très important pour la maman, mais pour le papa, ça reste encore abstrait. Plus Souvent, abstrait en tout cas, voilà. c'est sûr. Mm. Mais par exemple, la première échographie a plus d'effet sur le papa que sur la maman.
Parce que pour lui, c'est la première expérience réellement qui est visible de cet enfant Qui qui, montre, qui prouve qu'il y a vraiment un voilà. bébé, quoi. Mais même, voilà, sa première rencontre, on va dire, alors que la Mhm. maman, non, avant, elle a eu des nausées, elle a eu ceci, elle a vu son corps se transformer. Donc tout ça, c'est quelque chose qui évolue, bien sûr, la grossesse, mais ce qui est surtout intéressant, c'est tout le fantasme qui l'entoure, toute la joie qui l'entoure. La maman enceinte est entourée, est vraiment entourée, dans le sens où tout le monde est content pour elle. Dans les transports, on la laisse s'asseoir, Voilà, et on te sourit ou on le voilà, sourit quand elle est voilà, enceinte, tout ouais. le monde lui Mhm. sourit, tout le monde. Donc elle est sur un nuage. Et puis, l'accouchement, bon, il y a l'épreuve de l'accouchement, ça dépend de chacun, c'est une expérience très Mhm. personnelle et individuelle. Et puis la réalité. D'abord, il faut qu'il se sépare de cet objet intérieur. Donc, il y a quelque chose de l'intérieur et de sa propre intériorité qui se vide. Et donc, déjà, comment gérer ça? Parce que tant que l'enfant est encore dans le ventre de la maman, elle a l'impression qu'elle le protège. Elle est sur un nuage, hein. L'enfant est protégé, ça, elle est dans Mhm. son fantasme. Et l'accouchement, c'est la première épreuve de réalité. Ah non, finalement, c'est pas juste cette joie, cette excitation qu'il y a Mhm. autour de la grossesse, c'est aussi la solitude. C'est toi face à cet enfant réel. On n'est plus dans l'enfant imaginé ou l'enfant fantasmé ou l'enfant social, le rôle qu'il jouera ou l'enfant qui sauve l'humanité. Mais Mhm. je reviens sur la vulnérabilité est nécessaire. Elle est nécessaire, c'est un processus biologique en fait. Et aussi, parce que bon, biologique, parce qu'il y a tout le chamboulement hormonal, hein, Mhm. c'est biologique, mais c'est aussi psychique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je t'écoute. La première réaction de la maman, c'est qu'est-ce que je vais faire pour cet être? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je fais? C'est ça les questions. Mhm. Mais il se passe Comment je quelque... fais pour qu'il reste en sécurité déjà, qu'il aille Mais bien? ouais, Ouais. ce qu'on oublie, ce qui nous vient pas à l'esprit sur le moment, c'est que cet être-là, il est né, mais il est venu avec un bagage. Il y a déjà un code, il est Mhm. codé. Il est codé parce que ce n'est pas les parents qui l'ont inventé uniquement. C'est, ils portent des gènes, voilà, il y a des transmissions qui se sont faites depuis. Cet enfant s'inscrit dans l'histoire de Mhm. l'espèce et de l'humanité. Il a un bagage, il y a un code, il y a quelque chose, il y a l'instinct, il y a des codes qui sont déjà là. On parle souvent de l'épreuve de naissance chez la maman, l'accouchement, et tout l'impact de l'accouchement sur la vie de la maman et sur son psychisme et sur son corps. Mais on oublie que l'enfant aussi vit l'épreuve de l'accouchement, sa Oui, venue oui. au monde, Mhm. en fait, c'est quelque chose qu'il vit physiquement. Il passe d'un environnement très étroit parce que un enfant à terme, il est bloqué dans l'utérus. Il est vraiment très très bien Au chaud aussi, enveloppé, vraiment. au chaud. La respiration se fait différemment. Il est dans un milieu aqueux. Et puis d'un coup, il découvre, c'est comme si l'accouchement pour un bébé, c'est une chute parce qu'il y a la poche des os qui explose, lui il glisse, Il vit les il contractions aussi. découvre, il vit les contractions, il découvre un nouvel environnement gazeux. D'où le premier cri pour activer les poumons, pour qu'il apprenne. Donc pour lui, c'est une épreuve. Et c'est une épreuve on va dire que c'est la première claque qu'il reçoit. Pourquoi d'ailleurs il y a cette habitude de donner des claques sur les fesses de l'enfant, du bébé, s'il ne crie pas, pour le pousser à crier justement. Ils ont C'est arrêté ça, on est d'accord, hein. Tu vois, ils Des l'ont fois, arrêté. des fois, il le faut, hein. L'enfant, enfin, à la naissance,
qu'il crie, il faut qu'il... Ah, mais je crois ils ont arrêté cette histoire de claque, hein. Ils doivent faire autrement maintenant. D'accord. Je pense avoir vu ça quelque part. En Ouais. tout cas, c'est nécessaire pour activer, on va dire, sa pulsion de vie, cette Mm. envie de vivre De respirer. et de respirer. Donc là, on parle souvent de, bah, il y a le cordon ombilical, mais il y a toute cette relation mère-enfant. C'est à ce moment-là qu'elle se met en place et très peu de mamans, comme aujourd'hui on peut expliquer les choses biologiquement que c'est les hormones. Souvent les mamans disent la vulnérabilité, c'est les hormones. Mais en même temps, on dit oui, mais une maman arrive à ressentir ce que ressent son enfant. Et ça, c'est vrai. Pourquoi la maman peut ressentir ce que ressent son enfant? Tout simplement parce qu'elle vit intérieurement une sorte de régression. Elle devient très sensible, très vulnérable. C'est pour ça que je dis souvent, la nature, elle est bien faite. Autrement, elle ne pourrait pas deviner les besoins de cet enfant. Mhm. Et donc, les mamans ne sont pas préparées à cet état de régression psychique, de vulnérabilité. Ils sont pas mais cet état, il est nécessaire. Il est nécessaire pour qu'elle soit le plus proche possible des besoins de cet enfant qui ne sait pas encore parler, qui ne fait que crier, pour apprendre à faire la différence entre ces cris, les cris d'un malaise ou les cris parce qu'il a faim ou parce qu'il a besoin d'être changé ou parce que ceci, cela. Donc, pour qu'elle arrive à détecter les besoins de l'enfant, elle s'accorde. Il y a un accordage. Elle s'accorde sur la psyché de l'enfant. Donc, elle devient toute vulnérable. Elle devient angoissée. Mais tout ça, c'est ce que l'enfant vit. Donc, en fait, c'est un aller-retour. L'enfant s'appuie sur la psyché de la maman et la maman s'appuie aussi sur la psyché de l'enfant. Et il y a un accordage, il y a une sorte de communication qui se met en place, mais on n'en parle pas beaucoup. Ça ne peut arriver que s'ils sont sur la même, que s'ils sont accordés, s'ils sont sur la même longueur d'onde, comme on dit. Mais c'est vrai que moi, j'en ai jamais entendu parler, hein. On n'en a jamais parlé. On parle de la vulnérabilité physique, tu vois, Mm. de c'est dur, c'est difficile, ça fait mal, nan, nan, nan. De l'allaitement qui peut être difficile à mettre en place, des choses comme ça. Mais pas de la vulnérabilité émotionnelle. Mhm. Je t'avoue, j'en ai pas spécialement entendu parler, tu vois. La réciprocité, c'est quelque chose d'important dans la parentalité et on parle rarement de cette réciprocité entre la psyché du bébé et la psyché de la maman. Quelquefois, des mamans me disent je suis angoissée. Et il y en a qui arrivent quand même à le verbaliser et disent carrément mon enfant m'angoisse. Mhm. Mais ça s'arrête là. Elle s'imagine que juste la présence de l'enfant qui l'angoisse. Et il culpabilise pour ça. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que je dois faire? Mais oui, mon enfant m'angoisse, on va encore plus loin. Et si votre enfant était angoissé, mais sans que ce soit votre faute, Mhm. la maman, puisqu'elle voit que cet enfant, il dépend d'elle 24 sur 24, elle pense que elle est là, elle est la seule à être responsable de ce que l'enfant ressent. Non, non. Après l'accouchement, l'enfant a vécu son premier traumatisme. Et c'est un traumatisme nécessaire. Bon, il y a des accouchements programmés, Mhm. mais en tout cas, quand Mais dans on les deux observe, cas, voilà, oui. quand on Dans les deux cas, il observe, y a un traumatisme. De toute façon, que euh, ce soit avec les contractions ou du fait que ce soit une césarienne et qu'on le sorte comme ça voilà, donc directement sans qu'il soit, on va dire, prévenu. c'est Dans un les deux cas, je pense qu'il traumatisme. y a un traumatisme, ouais. Le premier traumatisme, et il est nécessaire ce traumatisme, c'est le traumatisme qui, on va dire, déclenche la pulsion de vie. Autrement, il resterait au chaud, endormi, sans aucun mouvement, sans aucun mouvement vers la vie. Donc, on donne la vie, on enclenche la vie. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que l'enfant a besoin d'un petit peu de temps pour faire connaissance avec son environnement, pour apprendre à respirer, pour apprendre les codes de ce nouvel environnement, pour comprendre ben, ce qu'on appelle l'horloge biologique. Hein. C'est que on dort, je me réveille, je mange. Donc, il va rentrer dans une routine. Et quelquefois, il y a des choses auxquelles il ne s'attend pas,
et qu'il découvre continuellement. Enfin, les premiers mois, enfin surtout le premier mois, c'est les neurones, ils se multiplient, mais d'une façon Mhm. extraordinaire, parce que tout est découverte, la lumière est découverte, tel bruit est découvert. Donc tout ça, ça se passe dans la psyché de l'enfant, dans son, on va dire, dans son intériorité. Bien sûr, ça l'angoisse, il faut qu'il gère tout ça, il faut qu'il apprenne à faire avec. Et ça engendre un état d'anxiété, de stress qui est naturel et qui est nécessaire On chez s'imagine l'enfant. pas. Enfin, je Oui, dirais, le bébé, en général, il a l'air apaisé. Quand il pleure, on se dit c'est juste parce qu'il a faim ou qu'il a peut-être mal au ventre hein, quelques semaines après. Mais c'est vrai qu'on se dit pas que bébé est angoissé, bébé, oui, tu vois, est sans que ce stressé ou soit la quoi. faute de la maman, sans que ce soit la faute de la maman. Et la maman, jusqu'à, enfin oui, jusqu'à récemment, parce que Dolto faisait partie des premiers qui a parlé de ça, de considérer quand on dit l'enfant est un sujet n'est pas un objet, ça veut dire qu'il faut prendre en compte ben, ses ressentis, ses peurs, ses angoisses, ses besoins, tout ça, il faut les prendre en compte. Mais il faut vraiment aller faire ça en profondeur, parce que les mamans, par bonne intention, je veux dire, elles veulent bien faire. Donc, tout ce qu'elles, encore une fois, c'est l'instinct de survie. La chose à laquelle elles pensent euh, enfin automatiquement pour sauver ce bébé, c'est le nourrir. Le Mm. nourrir et voilà, lui donner le sein, le biberon, machin. C'est pour ça, d'ailleurs, on l'appelait le nourrissant. Le nourrissant, Mm. voilà. Et Dolto disait, l'enfant, c'est pas juste un tube digestif. Hein. Il n'y a pas que ça, il y a la psyché. Donc lui aussi, il passe par son premier parcours. Et le respect de l'individualité de l'enfant commence là. Commence Mm. vraiment là, de le considérer comme un être à part. Même si pendant les premiers mois, il y a cette fusion et l'enfant a besoin de cette fusion pour pouvoir se construire, pour ce qu'on disait, c'est le parent qui introduit l'enfant au monde. Et par moment, surtout les premiers mois, et avec la maman se trouve dans le monde de l'enfant. Elle est dans son propre monde, c'est pas l'inverse. Mm. Et Mm. c'est pas très grave, c'est nécessaire, mais il faut qu'elle sache que ça a une utilité. C'est pour qu'elle puisse être au plus proche de ses besoins. Et à un moment, ben, c'est là où le papa intervient pour dire à l'enfant, mais il n'y a pas que toi et ta maman. Et donc on dit souvent, On lui laisse le temps, mais oui. j'aime bien cette phrase qui dit, euh, la maman donne la vie, le papa introduit à la vie. Je la connais pas Et, celle-là, moi. oui, je pense que c'est Dolto, je suis pas sûre. En tout cas, c'est ça. C'est le Et papa apprend la vie. Mhm. tu vois, quand tu parlais de, tu vois, le bébé, le nourrisson n'est pas qu'un tube digestif. Je pensais au pot à pot, chose que je connaissais Mhm. pas quand j'étais jeune et que j'ai découvert enfin, en grandissant, et notamment voilà, avec les grossesses, parce que quand on est forcément, quand on est enceinte, je pense, en tout cas, j'en fais une généralité, on s'informe, on cherche à apprendre plein de choses, et ça me rappelle cette histoire de peau à peau, d'être au plus proche de bébé, qui sentent la peau, la température, le cœur, et que, enfin, pour moi, c'est l'une des plus belles inventions, c'est pas une invention, mais une Mhm. des plus belles pratiques qui existent et qui devient de plus en plus généralisée, même si je sais qu'elle n'est pas encore généralisée partout dans le monde, mais clairement, c'est quelque chose à faire et c'est une belle expérience, et pour les parents, parce que le papa peut le faire aussi, hein, et pour le bébé. Euh, ce moment est très important. Mm. C'est le moment où l'enfant fait connaissance avec ses parents. Donc, quand tu dis on le met sur la peau pour qu'il ressente la chaleur et on lui parle déjà quand il est dans le ventre de la maman. Enfin, il y a toutes ces techniques voilà, où on essaie de tisser un lien avec l'enfant dès sa naissance et même avant sa naissance. Mais l'approche euh, parentale est souvent dans un seul sens. Voilà ce que Mm. moi, voilà ce que je me présente à mon enfant, voilà ce qu'il va apprendre de moi, ma voix, mon intonation, ma peau. Mais on oublie que il faut apprendre à connaître aussi son enfant, ce qu'il dit, décoder, et puis comment il ressent les choses, comment aussi c'est, est-ce qu'il nous dit, pas ce qu'on sait, parce qu'on a Mhm. lu. Ok, Mhm. on a lu, voilà, qu'il faut, je ne sais pas moi, donner le sein toutes les 3 heures, changer la couche, voilà ce qu'il pourrait ressentir. Ok, ok, d'accord, on a un savoir hein,
notre Théorie. ouais, théorique, et puis on avait parlé de la certitude. Et la certitude ou le savoir peut être un frein, quelquefois, parce que il nous empêche d'apprendre ce qu'on ne sait pas. Donc, quand un enfant vient au monde, il y a un savoir qui a été transmis. On a vu voilà, nos mamans, nos tantes, nos voisins, des amis donner naissance à des bébés. On l'a vu dans la famille, un peu dans l'entourage, comment on s'occupe d'un enfant. Donc ça, c'est ce qui se transmet. On a lu dans les livres, on a regardé des films, machin. Ok, il y a tout ce savoir, mais il y a ce qu'on ne sait pas. Et ce que l'enfant nous apprend dès sa naissance. Il y a des choses, un savoir qu'il nous ramène, et il faut être ouvert à ça. Qu'est-ce Mhm. que je ne sais pas que mon enfant va m'apprendre? C'est cette nouvelle démarche. Moi, je dis dans la parentalité, c'est d'être prêt à apprendre avec son enfant et de son enfant, un jour après l'autre. Oui. Vulnérabilité. Tu m'as posé la question, mais je vais bien te poser la question toi. Si je te Mm. dis la vulnérabilité par rapport à l'accouchement, à l'arrivée de bébé, tu penses à quoi toi? Euh, Tu l'as dit, hein, vulnérabilité de l'enfant, mais je voulais savoir par rapport à ton mhm. expérience, est-ce que tu avais quelque chose à nous raconter? Moi, c'était spécial parce que j'ai été enceinte et j'ai eu mon premier enfant dans un pays nordique. Et la préparation était complètement différente et l'entourage, enfin, c'était une autre vision des choses. Enfin, Mhm. donc, j'étais très bien accompagnée et je me suis dit, limite, je me suis dit, heureusement que ça s'est passé ici et pas au Maroc. Pourquoi? Parce que le souvenir que je garde des naissances, hein, des baptêmes, qu'on fait le septième jour après la naissance d'un enfant. En tout cas, le souvenir que je garde et qui m'a marqué, c'est bien sûr toute l'excitation autour de la femme enceinte, c'est un peu partout dans le monde. Et puis, tout le monde veut être là et tout le monde être présent et tout le monde veut montrer. Et j'ai gardé le souvenir de ma meilleure copine qui a eu un enfant son premier enfant, j'étais là, donc et on était très proches et elle me disait, j'en peux plus. J'ai juste envie que... Et je veux dire, par encore, c'est de bonnes intentions, hein. On veut Mhm. pas les laisser la maman toute seule et tout le monde veut l'aider, tout le monde... Et puis, on veut faire plaisir à tout le monde. Et donc, à un moment, tu vois, cette rencontre entre la maman, l'enfant, la famille, faire les choses progressivement. Et dans nos cultures, on n'a pas le temps de faire ça, en fait. Mhm. Euh, la maman ne se trouve presque pas toute seule avec son enfant. Oui. Et c'est surtout, donc, pour le coup, moi, mon accouchement, bon, je savais à peu près quand est-ce que j'allais accoucher. Et mes parents devaient arriver, ma sœur devait arriver, donc on avait planifié les choses. Et mon fils est né 3 semaines avant le terme. Et donc, j'ai pu prendre mon temps pour démarrer, me reposer, et j'étais contente quand ils étaient arrivés après ce temps-là où j'ai pu faire mes premiers pas, me rassurer. Et puis, bon, il y avait une dame aussi qui m'a aidée, enfin, l'accompagnement des sages-femmes. Elle m'a presque formée, la sage-femme là-bas, à accueillir un enfant. Voilà, donc Tu parlais la langue du pays où tu étais? je Je veux parlais, dire, oui, voilà, l'objectif c'est euh, de demander est-ce qu'il y avait un frein, est-ce que ça t'a gêné pendant non. l'accouchement même déjà? Non, parce que non, je ne parlais, enfin, je parlais en anglais. Mhm. Quand je suis partie en Allemagne, j'ai suivi des cours d'allemand. J'ai pris Et deux tu n'étais pas à niveaux, l'aise peut-être mais aussi? Mhm. non, non, je ne parlais pas couramment. Mhm. Non, non, je pourrais pas dire que ma troisième langue est l'allemand, non. Mhm. Mais je parlais en anglais et puis je ne me sentais pas incomprise. Ça rentrait c'était naturel, les gens autour de moi étaient bienveillants, on se comprenait en anglais, je comprenais ce qui se disait en allemand, enfin, je, C'était pas non, gênant. non, c'était pas du tout, c'était pas un frein, on va dire. La langue Voilà. n'a pas été un frein, non, non, non. Mhm.
Alors, si jamais il y a des personnes qui ne sont pas de notre culture qui nous écoutent, parce que ça peut arriver, Mhm. donc Leïla nous parlait du baptême, du fait que les parents sont très présents. Alors, c'est vrai que c'est l'image qu'on a et ce qu'on aime en général, parce que justement, la maman est vulnérable, elle est très fatiguée, elle a besoin d'aide, et culturellement, elle a de la présence. Mhm. Culturellement, normalement, en tout cas surtout pour son premier accouchement, pendant 40 jours, elle est en train de se reposer avec bébé. C'est sa maman, sa belle-mère, voire ses sœurs, qui prend soin d'elle, qui cuisine, pardon, qui font tout pour que la maman puisse se reposer, enfin se réparer, enfin je sais pas comment exprimer ça, mais voilà, prendre le temps pour reprendre des forces, on va dire. Mhm. Et c'est vrai que c'est le regret de beaucoup de mamans qui partent vivre à l'étranger, de ne pas avoir leur maman avec elles. Même s'il y en a beaucoup qui font l'effort de partir rejoindre leur fille, mais c'est pas toujours possible. Il y en a qui n'ont Mhm. pas leur maman aussi, ça arrive. Sauf que si c'était dans le pays d'origine, il y aurait toujours une sœur, une belle-mère qui serait là, quoi. Et même si, voilà, là je repars mon expérience, même si du coup moi, maman ne pouvait pas venir, je l'ai quand même pas mal vécu. Je parle déjà de la première naissance, du premier Mhm. accouchement. Dans le sens où je me sentais vraiment, et là je pense que tu vas me comprendre, dans une bulle, Mhm. vraiment dans une bulle, moi, mon fils et mon mari, mais une bulle, au Mhm. calme, tout seul, Mhm. et vraiment comme une bulle où on fait connaissance. C'est vraiment comme ça que j'ai vécu. Et je pense que c'est de ça dont tu parlais pour Oui. l'histoire de la copine au Ah oui. baptême, bah il n'y a pas le temps d'être dans cette bulle, de faire connaissance, de créer, de tisser Mhm. ce lien encore, pas parce qu'il y a tout le temps du monde en fait. Oui, oui, et puis et de prendre conscience de ce que tu as dit, parce que quand tu t'es retrouvée toute seule avec ton enfant, tu t'es dit qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, ce que tu réalises à ce moment-là, c'est ta responsabilité. Mhm. Voilà, c'est presque un pacte que à ce moment-là que tu signes avec cet enfant. Ok, je t'ai mis au monde, c'était ma décision. Donc, je suis responsable de ta sécurité, de ton bien-être. C'est presque un pacte implicite qui se tisse à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans un environnement où il y a trop d'excitation? Euh, les parents, des fois, n'ont pas le temps de réaliser ça. Et donc, cet enfant est presque considéré comme un don, comme quelque chose qu'on offre à la société, comme si c'était la fin et pas un début. Alors que quand tu es toute seule, ce que tu as exprimé, c'était, voilà, ça démarre ici. Lorsque tout le Oui. monde est en attente de cet enfant, ça y est, c'est comme si j'ai fait ma part, j'ai sauvé l'humanité et qu'il n'y a plus d'engagement. Mhm. Et ce que je voulais rajouter, Mm. c'est que, donc, je vous disais, hein, beaucoup de mamans, vous m'écoutez là, Mhm. j'allais dire, tu m'écoutes là, toi qui m'écoutes. Mm. Tu peux le vivre mal, tu l'as peut-être mal vécu parce que t'as pas eu bah, de soutien, de présence, parce que c'était dur, la solitude, parce qu'on peut vivre aussi cette solitude, enfin, ce moment comme de la solitude. Mais on peut aussi le voir d'un autre côté où justement, c'est le moment d'avoir cette sensation, enfin, se rendre compte que maintenant, on n'est pas deux, on est trois, on forme une famille. Après, s'il y a notre bébé encore, on est quatre. C'est le moment de rendre compte de ce nouveau schéma et de faire connaissance comme ça, ensemble. Surtout maintenant que les congés de paternité, en tout cas en France, sont plus lents, donc bonne Mhm. nouvelle. Dans notre pays, je ne sais pas, ça dépend des pays. Ça fait que le papa est présent. Et c'est là aussi le défaut qu'on a dans notre culture, malheureusement. C'est que du coup, tellement la maman, la belle-mère ou la sœur sont présentes que le papa, il est un peu mis de côté, hein. Enfin, j'ai remarqué ça. Mhm. Il est mis de côté et il est limite pas souvent là dans la chambre avec bébé et Mhm. maman parce que bah, les autres sont là, parce que y a pas de congé de paternité souvent, hein. C'est, je crois, 3 jours. Après, allez, tu repars au boulot. Même si certains essaient de prendre un congé standard quoi, pour être un peu plus présent. Mais souvent, il est quand même mis de côté, le papa. Et, euh, et voilà, donc déjà, il y a cette différence, donc d'essayer de voir ce bon côté des choses. Mais pour que ce soit bien vécu, encore une fois, c'est mon avis, il faut une implication totale du papa, du mari, du papa de l'enfant et du Mhm. mari. Parce que forcément, la maman, bah, elle n'est pas en forme, donc le mari, va falloir quand même qu'il cuisine un peu, qu'il s'occupe de la maison, qu'il s'occupe de la maman, du bébé, qu'il Mhm. soit présent en tant que mari et père, mais j'ai envie de dire presque à plein temps, quoi.
Et je pense que c'est la condition pour que ça se passe bien aussi pour la maman, pour que ce soit mieux vécu, quoi. Oui, mais après, chaque famille s'organise. Il n'y a pas un seul modèle. Même Mhm. dans l'implication des papas, il n'y a pas un seul modèle. Et la même chose pour les mamans. Les mamans n'ont pas le même besoin. Et l'aide attendue n'est pas la même, hein. Les mamans n'ont pas les mêmes priorités, n'ont pas la même organisation. Donc, il faut, oui, être en famille, mais ne pas s'isoler, ne pas rester seul. Il faut essayer au maximum de garder le contact, d'en parler. Euh, S'il y a quelque chose qui ne va pas, d'aller rencontrer la sage-femme, aller Il y a ce qu'on appelle voilà, les PMI en les France. Je sais PMI plus en comment on dit France. PMI. Voilà, Mm. il faut vraiment pas rester seul quand on se sent mal, parce que le postpartum qui peut des fois être très compliqué, euh, justement de tout ce qui remonte, de cette vulnérabilité, de quand on devient très sensible, il faut en parler, il faut vraiment en parler et demander l'aide dont on a besoin. Ce qui me vient à moi comme ça, comme souvenir, moi dans mes accouchements, j'ai allaité. J'ai allaité longtemps enfin, les premiers mois en tout cas, et j'avais tout le temps soif. Mm. J'avais tout le temps soif. Et l'aide, pour moi, primordiale à cette époque-là, c'était d'avoir de l'eau à côté. Parce que d'un coup, je pouvais avoir très, très soif. Et donc, le fait qu'une personne s'occupe à s'occuper de Mhm. moi en mettant à ma disposition toujours un pack d'eau et faire attention quand le pack d'eau n'est pas là de le ramener, pour moi, c'était une aide Mais inestimable. c'est ça. Et je l'ai Et demandé, c'était ça ce que je voulais. c'est ça. Et quand tu parlais de la Mm, présence du papa et de l'application, mm, tu sais, encore une fois, je parle surtout des premiers jours où que, mm, vu qu'il n'y a pas d'autres personnes là, bah, la maman, nouvelle maman ou pas nouvelle, hein, en ouais, tout cas, ouais, c'est quand même les mm, premiers jours, toute première semaine de l'accouchement, elle a mm, quand même besoin d'un certain soutien, qu'il soit oui, mental, physique ou émotionnel, mm, tu vois. mm, Et moi, par exemple, pour les deux accouchements, c'était des césariennes, donc je peux mm, vous dire que c'était extrêmement difficile. Euh, Celles qui l'ont vécu, pour la plupart, mm, pourront le savoir, parce que la plupart du temps, c'est difficile. Certaines ont de la chance pour qui ça se passe mm, très bien dès les premières 24 heures. Et clairement, bien sûr que je pouvais pas mm, bouger pour aller cuisiner ou que j'allais pouvoir marcher mm, normalement. Enfin voilà, c'est des premiers jours très difficiles. Et clairement, bien sûr qu'il me fallait quelqu'un. Donc mm, si c'est pas mon mari, ce serait qui, tu vois? mm, Et ce serait bien que ce soit bah, finalement une norme, que ce soit normal. Bah oui, ma femme a mm, accouché, bah, c'est normal que je la soutienne, voir si elle va bien, si elle a besoin de quelque chose, lui poser des mm, questions, tu vois. Est-ce que tu as besoin de quelque chose, de l'eau, autre chose? Préparer même des plats très mm, très simples, ça n'a pas besoin d'être extrêmement compliqué, mais veiller à que ce soit simple. Moi, par exemple, pour mm, les tout premiers jours à maternité, je pouvais même pas me lever, changer la couche. J'avais mm, extrêmement mal. Quand je mm, le faisais la nuit, parce que le papa n'était pas là, c'était, bon, je l'ai vécu un peu comme un cauchemar, hein, mm, clairement. Les nuits, c'était des nuits, je n'ai pas le mot à part les mots par dire extrêmement difficile à vivre. J'étais en mode juste, ça va passer, je me répétais ça, ça va passer, ça va passer. La nuit, dès le matin, il va arriver. il faut en Vas-y. parler et Mm. penser à une organisation. Et c'est ce qui me vient là à l'esprit, c'est le témoignage d'une maman qui me disait la suite de son accouchement, elle était blessée Mm. parce que son mari a quitté le lit conjugal, donc elle a ressenti ça, elle a vécu ça comme un abandon. Et C'était donc pour mieux dormir. voilà, c'était pour mieux dormir. Cet homme-là, quand il se réveillait le matin, il venait voir sa femme automatiquement. Il prenait le bébé, il s'occupait du bébé le matin avant d'aller travailler. S'il fallait changer la couche, pendant ce temps-là, il dormait. Donc pour Déjà lui, il ça, était impliqué, tu vois. il Je était pense que c'est ça. impliqué. Pour lui, il était Voilà. impliqué, voilà. Donc, il partait travailler, il revenait. Dès qu'il rentrait, il s'occupait du bébé. La maman pouvait aller se toucher. Il n'avait pas de demande particulière. C'était pas un homme qui disait pourquoi le repas n'est pas prêt ou ceci ou Mhm. cela. Il s'occupait, il faisait les courses, il faisait voilà ce qu'il y a à faire. Voilà, il était présent. Sauf que ce Présent, s'occuper moment-là, du bébé, voilà, mais elle sentait pas, je pense, impliqué, par voilà, rapport à elle.
la maman, il n'est pas question de nier ce qu'elle ressent. Elle l'a vraiment ressenti comme un Mhm. abandon. Donc, c'était tout un travail d'accompagnement pour comprendre ce qui se jouait à ce moment-là. Mais il faut quand même savoir que faut une organisation claire et précise et dire ce qu'on Exprimer attend ses de besoins ou l'autre. besoins. Voilà, ce qu'on Mhm. attend de l'autre et voilà, en discuter. Parce que d'autres personnes, ils sont dans le moitié-moitié. Moi, je me réveille une Mhm. nuit, toi, tu te réveilles une nuit, on se retrouve avec des parents zombies. Une maman postpartum ne peut pas rester seule. Ne peut Oui. pas vraiment aller voir l'assistante sociale, parce qu'il y a des cas très compliqués où il faut pas se leurrer et croire qu'on va s'en sortir toute seule en coupant les liens avec la famille, en mettant le mari dehors et non, non. Mais tu vois, Laïa, Mm, justement, en fait, je pense que quand on va mal, mm, plusieurs possibilités, hein, mm, on va mal bah, émotionnellement, on va mal parce que c'est plus par rapport au bébé, juste voilà, de l'anxiété juste avec soi-même, on va dire. Je sais pas comment l'exprimer, mais je veux dire, on peut être pas bien de différentes manières pour différentes raisons. Et je pense que, en fait, c'est qu'on ne sait pas à qui s'adresser. mm, C'est d'abord le premier frein. Déjà, le premier frein, je pense, c'est de se rendre compte que ça ne va pas du tout et qu'on est arrivé au point où il faut vraiment voir quelqu'un, consulter oui. un professionnel de santé. Et le deuxième, de se demander qui voir. Parce que ça m'est arrivé, hein, ça m'est arrivé et je t'avoue que je j'ai pas su et pour le coup j'ai beaucoup traîné, j'ai mis 2 ans à consulter, à avoir un professionnel de santé parce que ça n'allait pas et ça faisait suite justement à la deuxième césarienne que j'ai très très mal vécu émotionnellement, en fait qui est clairement un traumatisme pour moi. Bon, ce qui a fait que j'ai tardé, ça a joué quand même, c'est que c'est tombé juste avec la période Covid, hein. Ma fille est née en 2019, vers la fin on va dire. Et depuis 2020, c'était l'histoire de confinement et tout. Donc, en Mm, fait, déjà le temps que je me rende compte que ça n'allait pas du tout, que j'allais pas m'en sortir seule, hein, parce que j'étais, attends, ça va aller, je vais m'en sortir toute seule, ça va aller et tout. Le temps que je me rende compte, bah, vu que j'avais rien entamé en termes de mm, suivi, bah, forcément, mm, bah, mm. j'avais rien commencé. Même s'il y avait des professionnels en ligne et tout, mais j'avais déjà rien commencé. Donc, voilà. Donc, Oui. c'est ça. Mm. Comme tu dis, euh, je croyais que j'allais m'en sortir toute seule. Pourquoi on se dit ça? Parce que souvent, il nous arrive d'avoir du blues, de ne pas se sentir bien. Et c'est bien de se dire, de garder en tête que c'est provisoire. Oui, Mm. aujourd'hui, je Parce me que ça sens peut pas l'être très bien. aussi. Ça peut Mhm. l'être et c'est souvent le cas. C'est souvent, c'est pas linéaire, hein. La psyché, c'est pas du tout linéaire. C'est des hauts, c'est des bas. Donc, on est habitué à ce mouvement. Donc, ce qu'il faut voir, c'est quand ça dure pendant des semaines, quand c'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, non, là, c'est pas, là, ça devient sérieux. Quand ça change pas, quand on rentre dans un état linéaire où c'est tout le temps la même chose et pendant des semaines, non, là, quel que soit, hein, que ce soit l'état Mhm. d'excitation ou l'état de dépression. Donc, D'ailleurs, ça, que ce soit accouchement, pas accouchement, hein. voilà. Voilà. Donc, quand c'est linéaire tout le temps, c'est pas bon, c'est pas un bon signe. Quand c'est des Et hauts, des bas, c'est normal. alors, j'ai aimé la manière dont m'a expliqué un médecin, c'est que à partir du moment où tu peux pas faire ta vie normalement, alors je me rappelle pas la phrase exacte, c'est que on a besoin Mhm. d'un professionnel de santé, on Bien a sûr besoin que voilà, oui. d'un suivi. Oui. Alors, je sais pas comment l'exprimer autrement, peut-être que tu y arriveras, mais genre si j'arrive pas à faire mon quotidien, à vivre mon quotidien bah, avec toutes les tâches que j'ai à faire en mode voilà, voilà, à les faire et tout, c'est que là, je m'en sors pas, c'est que j'ai besoin d'aide, tu vois. C'est la sociabilité le premier indicateur. Ah, je Quand, savais pas ça. ouais, Vas-y, dis-moi. en fait, C'est quoi quand on s'en renferme, quand on est dans la quand solitude? on ne peut plus vivre une vie sociale, que ce que les gens font, parce que la question à poser, est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Mhm. C'est un- Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que ça a une incidence sur le fait d'avoir une vie sociale normale? Est-ce qu'on peut travailler? Est-ce que c'est réaliste? Réaliste ne veut pas dire est-ce que c'est vrai ou pas, dans le Mhm. sens où si jamais quelqu'un a une peur bleue de,
d'une araignée, sa peur, ce qu'il ressent est légitime. Je veux dire, c'est pas quelque Voilà. chose qu'on Mhm. nie. Elle est là, la peur, elle est là. Voilà. Donc, quand on voit qu'il y a un grand décalage entre la vie de tout le monde et ce qu'on ressent, ça ne veut pas dire que ce qu'on ressent n'est pas légitime. Ça veut dire que la raison n'est pas l'araignée. Oui, oui, oui. Et puis Voilà. on sait que, si on réfléchit avec notre cerveau, on sait que c'est pas raisonnable, mais c'est comme ça, Voilà. c'est ce que je ressens. Voilà. Et ce Le qu'on ressenti est ressent, réel, même si je sais que c'est pas raisonnable. exactement, Voilà. ça veut dire que c'est une réalité psychique. Celui qui a peur de prendre l'avion, par exemple, il suffit de voir les statistiques et de réaliser qu'il y a plus de chances qu'il se fasse renverser par une voiture que l'avion n'explose ou ne crache. Ça veut dire que ma peur, qui est là, qui est là, cette réalité psychique, elle est là. Elle n'est pas en lien avec le crash d'avion, c'est autre chose, mais qui s'est cristallisé dans le crash d'avion ou qui s'est cristallisé dans l'araignée. Donc là, on commence le travail. Ok, il ne s'agit pas de nier ce qu'on ressent parce que la réalité psychique, elle est là. On ne peut pas la nier. D'ailleurs, on dit il n'y a pas de réalité, il n'y a que des réalités psychiques. Mhm. Leïla, est-ce que tu as répondu à la question que je te parlais de des vulnérabilités que tu as ressenties pendant un de tes accouchements? Tu as commencé, mais je sais plus si on a fini d'en parler. Oui, je t'ai parlé de ma préparation à l'accouchement qui était différente parce que j'étais en Allemagne et que j'ai été prise en charge très tôt par une sage-femme qui m'a presque formée, mais vraiment, elle m'a formée sur tout ce qui concerne mettre au monde un enfant, ce qu'on ressent. J'ai fait Mhm. la préparation d'accouchement, j'ai fait la piscine, j'ai intégré des groupes, j'ai fait du yoga, j'ai fait la poncture. En fait, il y a Mhm. plein de choses qui se font en Allemagne. Les mamans ne restent pas seules, elles sont avec d'autres groupes de mamans qui accouchent en même temps, qui continuent à se voir. Il y a beaucoup Mhm. d'activités maman-bébé dès la naissance, où il y a des bébés un peu plus grands, donc les mamans, on voit, donc on sort de l'isolement, on se projette dans, voilà, l'enfant, comment il va réagir. Et puis c'est une autre culture, hein. Il n'y a pas il y a pas cette crainte. En fait, on a peur lorsqu'on est dans un environnement qui a peur. Quand on est dans un environnement qui te dit, bon, mettre un enfant au monde, c'est banal, voilà ce qu'il faut savoir, juste pour te dire. Bon, donc, j'ai entendu des histoires de mamans là-bas par rapport à l'accouchement. Déjà, la majorité préfère accoucher chez elle, C'est font une fou. formation pour accoucher chez elle. Et, et pour elle, c'est tout à fait normal, premièrement. Deuxièmement, c'est mal vu, tu vois. Moi, j'ai été française là-bas, donc j'avais une mutuelle, machin. Et du coup, euh, en maternité, j'ai demandé à être dans une salle toute seule. Ça a été mal vu. Je rigole parce que j'ai compris que tu voulais dire que Voilà. c'était mal vu. Alors Ouais. que, Oui, voilà. oui, c'était Voilà. mal vu parce Ah ouais. que les salles sont équipées pour deux personnes, pour deux femmes, et comme si j'avais eu le privilège de prendre une salle pour moi toute seule et j'ai empêché une autre femme d'occuper cet espace. C'était considéré comme un privilège. Déjà ça, Et du coup, pardon, ça veut dire que dans la chambre que tu as pris toute seule, il y avait quand même deux lits? il y avait quand même deux C'est lits. pour ça. Ouais, Hmm. toutes les salles sont occupées par deux lits. Il y a juste D'accord. le minimum, il n'y a pas trop de décoration. Oui. Donc, j'arrive déjà avec la sage-femme. Quand je préparais ma valise, elle me dit, vous n'avez besoin de rien. Rien. Non, et j'ai dit, mais j'ai acheté des petits trucs, j'ai envie de... Elle dit, non, non, prenez juste une couverture, machin, et des trucs pour la sortie. Je dis, comment? Même pas. Elle dit, tout est fourni. Je dis, C'est comment ça, fou. tout est fourni? Elle me dit, mais attendez, vous n'allez pas rentrer chez vous et commencer à faire la lessive. Oh, mais les hôpitaux, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, tu choisis Génial. même pas la tenue de ton enfant. Il Je trouve arrive. ça quand même génial. Voilà, vraiment là, c'est juste normal et ça n'a pas de sens d'acheter des trucs.
Il n'y a pas la charge mentale de attends, il faut que je Non, prépare te la prépare. valise, Non, non, la petite non. valise, la Non. grande, Ouais. il faut pas que j'oublie ça. Il y a Non, toute la il liste. y a Ok. il y a tout. Il y a tout. Tu rentres dans Mhm. une maternité, l'enfant, quand je dis l'intérêt de l'enfant, même lorsque l'enfant est hospitalisé ou il passe une nuit ou deux à l'hôpital, tu ne ramènes rien. Tout est, Ah, je tout. trouve ça génial. Donc, j'ai dit, on va dire la majorité, j'ai dit 50, allez, 50% de femmes préfèrent accoucher seules chez elles, pas seules, mais en tout cas chez Oui. elles. Et la majorité de ce qui reste font ça en ambulatoire, c'est-à-dire elles viennent à la clinique, elles accouchent et elles retournent chez elles le jour même. Ah, ça me paraît fou, je te Voilà. jure. Donc, le fait que moi, je décide de rester un jour supplémentaire, c'était Mais pour qui OK, c'est là? exactement. Alors qu'en France, j'avais demandé, j'ai dit, je voudrais rentrer chez moi. Je pense que j'ai accouché un mardi et jeudi, ou je sais pas, mercredi. En tout cas, on m'a dit, j'ai dit, je voudrais rentrer. Au bout de 2 jours, je voulais rentrer. Elle m'a dit, faites-le vite avant le week-end, parce que vendredi, personne ne signera et vous resterez ici le week-end, quoi, un truc du genre. Oui, Tu vois, donc, il y en a juste qui accouchent et qui retournent chez elles. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, il n'y a pas cette anxiété de, attention, il va ouais, arriver tu vois. ceci. Donc, encore une fois, la peur excessive, quelquefois, elle est due à l'environnement. Tu vois, en France, ce serait choquant de rentrer le jour même, Oui, même si c'est le lendemain, ce serait oui, choquant. voilà. Parce que Oui, déjà, je sais qu'au-delà de la maman, hein, mm, de comment va la maman, ils attendent que le bébé commence à prendre du poids avant de laisser voilà, il y a partir. Parce que beaucoup de sinon, choses, c'est-à-dire oui. qu'on ne fait pas confiance à maman, on ne sait pas ce qui peut se passer, on va pas prendre de risques. Je ne sais pas Voilà. d'où ça vient, Ouais. mais Et c'est tu comme vois, ça. Mm. voilà. Et cette habitude d'aller peser le bébé tous les jours, machin, machin, ça n'existe qu'en France. Je Personne ne savais va. pas. Ah oui, il y a des mamans qui vont carrément louer un truc pour peser le Oui, bébé avant et après pour savoir s'il prend du poids ou pas. Enfin, entre deux d'été, franchement. Donc, si l'environnement, entre parenthèses, est anxiogène, automatiquement, tous les comportements, les gens vont suivre. Si tout le monde te dit attention, parce que c'est pas attention, tu vas avoir un enfant. C'est un peu ça ce qui est entendu. Attention, quand même. Et quand tu es dans un environnement qui considère que ça, c'est naturel, toi, tu finis par être mais je suis sur le train de découvrir considéré. quelque chose, moi, là. Mm. Attention, bah oui, tu vas avoir mal, attention, bah, tu vas avoir mal, c'est vrai que tu vas avoir mal et que ça va être dur. Mais c'est comme si tu me disais du coup là-bas, ok, mais c'est normal d'avoir mal, Non, donc mais tout non, va c'est une bien. préparation. C'est une préparation à l'accouchement. Mhm. Euh, voilà, je vais évoquer un sujet sensible qui est l'épisiotomie, c'est ça? Épisiotomie, oui. L'épisiotomie, euh, qui est le cauchemar des mamans qui Mhm. accouchent par voie basse. Mhm. Et quand j'en ai parlé, enfin justement, quand je t'ai dit cette sage-femme, elle m'a vraiment formée à la préparation d'un enfant, parce que bon, elle te forme, elle t'explique comment l'enfant bouge, à travers telle ou telle position dans l'accouchement. Il n'y a pas juste une seule position pour accoucher, mais il y a Mhm. des positions qui favorisent que l'enfant s'implique aussi dans le Mhm. processus et que juste cette position de rester allongé et de pousser est juste un truc de dingue qui n'est pas Qui est naturel. faite pour les sages-femmes et voilà, Voilà. mais Et pas donc, pour la maman, oui. voilà, choisir une maternité. Donc là, Mhm. on parle de donner naissance, mais avant de donner naissance, vraiment, ça existe le projet de maternité, euh, enfin, Ce qu'on choisir où voudrait, ce est-ce qu'on veut qu'on surtout voudrait, pas. voilà, Oui. des Mhm. choses du genre. Donc, et parmi les choses qu'elle m'a inculquées, qu'elle m'a appris, c'est qu'il y a une manière de faire un massage avec une huile Mhm. spécifique ou de la vitamine E qui favorise la plasticité euh, D'accord. Mhm. De cette partie. et Mhm. ainsi, au moment de l'accouchement, il n'y a pas de déchirure. Donc, ils connaissent pas ça. Donc, moi, j'ai vécu Ils ça. connaissent pas ça, donc clairement en termes de Ils l'ont statistiques, de dépassé. pourcentage, Voilà, ils ils l'ont en ont beaucoup dépassé. moins, forcément. Ah, c'est fou. Ils l'ont dépassé. Tu vois, c'est pas une peur. Je l'ai pas ressenti comme une peur. Je l'ai ressenti comme un retour d'expérience. Voilà, aujourd'hui, on ne fait plus ça. Voilà comment faire pour éviter ceci, cela, et OK. Mais Donc, moi, je c'est, trouve ça fou que ce soit si courant dans Mm, beaucoup de pays, hein, que ce soit France, oui, Algérie, voilà, et d'autres, que ce mm, soit
aussi courant, que ce soit Oui, l'épisiotomie où c'est eux oh, qui coupent ou alors une oui, déchirure, hein, les deux sont oui, très très oui. courantes, et Mm. que tu me dis que dans Oui, d'autres pays, c'est dépassé et je peux donc la solution existe, oui, et je mais te peux oh, te le c'est fou. confirmer à Oui. 100%. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ça, c'est dépassé. Donc, tu vois, il y a beaucoup de mamans qui choisissent et qui ont peur juste cette image d'être Hmm. comme ça. Rien que ça peut favoriser enfin, un blocage. Mhm. Un blocage. Comment tu veux t'engager dans un processus de donner naissance en sachant qu'après, tu vas être complètement explosé. C'est Et comme ça que que après beaucoup de mamans. certaines, pour certaines, elles mettent des fois des semaines, hein, certaines, Oui, d'après ce que m'ont oui. raconté, Donc, à quand se tu entends ce bien discours, automatiquement, préparer. tu as peur quand tu entends ce discours. Alors que quand on te dit, bon, ben, ça, c'est dépassé, on a fait ça pour que ça passe, et puis, voilà, comme la douleur, comme on t'explique, encore une fois, c'est l'ignorance qui fait qu'on devient, qu'on ait peur et qu'on soit sur la défensive. En Ceci fait, dit, oui, mais tu vois, pardon, l'ignorance, mais c'est tellement la norme, le commun, mm, que tu dis, il n'y a pas de solution. Sinon, oui. il aurait dit, il aurait appliqué la solution. Oui, la Ouais. solution, le commun et la solution, ce sont des décisions qui ont été Mhm. prises en fonction de la majorité à un moment donné où il y avait certains problèmes. Et justement, effectivement, en France, à un moment, ils ont été confrontés à la mortalité des bébés très tôt. Mhm. Et pour éviter ça, ils ont décidé que voilà, les séjours en On y va. maternité Mhm. devraient s'allonger pour Pratiquer ça, éviter. oui. Donc, il faut voir dans le contexte. C'est des prises de décision. Non, mais Il je faut vois, savoir. par exemple, là, moi, mon deuxième accouchement, je cicatrisais très mal, hein. Mm, En sortant, je pouvais même pas marcher, hein. Je vais demander oui, une chaise roulante pour mm, sortir de la maternité parce que je ne pouvais vraiment pas marcher. Et du coup, quand je dis ça, il y a une infirmière qui me dit, je crois que c'est une infirmière, elle me dit, mais il voulait sortir comme ça. Et moi, je dis, mm, de toute façon, j'en peux plus d'être ici, c'est bon, je veux partir ouais. chez moi. Voilà, donc Au bout de c'est. 4 jours, je pense que ça dure 4 jours quand c'est une césarienne, je sais plus. Mm, Je rentrais chez moi, quoi. Même si ça voilà. cicatrise mal, bah, on traitera après, Mm. mais là, faut, Oui, j'ai voilà. Après, besoin, voilà. quelquefois, bon, c'est pour une maman seule, par exemple, non, Mm. elle rentre pas chez elle. Il faut vraiment euh, qu'elle soit accompagnée et qu'elle reste. Ce qu'il faut savoir, c'est que les décisions, ce type de décision est ce qu'on appelle la norme. Euh, Elle est faite en place pour inclure aussi les cas extrêmes. Mais Mhm. il y a toujours des exceptions, il y a toujours d'autres organisations possibles. Mais les décisions, en tout cas les choses, elles incluent aussi celles qui n'ont pas d'autre choix. Donc, c'est ça ce qu'il faut voir. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que je peux me permettre, est-ce que je peux pas me permettre. Il faut pas juste suivre des choses telles qu'elles sont faites parce qu'elles ne sont pas forcément faites pour tout le monde. Oui, oui. Mais elles Non, mais sont c'est vrai. censées inclure le plus de monde possible. Mhm. Mais finalement, tu vois, il y a plein de modèles. Et comme on ne connaît pas, moi, je ne connaissais pas les autres modèles. Et c'est sûr qu'il y en a Mhm. encore d'autres. D'ailleurs, je me rappelle, la sage-femme disait, c'est pas, on n'est pas censé appeler ça une préparation à l'accouchement, mais une préparation à la naissance. C'est Mhm. pas pareil. Déjà, moi, je suis été suivie par une sage-femme géniale, hein, en libéral. Mhm. Mais je trouvais, et je pense que c'est le cas un peu partout, Mhm. hein, qu'on nous prépare à l'accouchement par voie basse, mais pas Mhm. césarienne. On ne nous prépare pas, parce que honnêtement, moi j'ai été choquée, hein. Autant la Mhm. première, j'étais choquée, mais je me suis remise. Deuxième fois, hein. Mhm. C'est très, très difficile à vivre. On ne nous prépare pas, et je pense que ce serait bien de le préparer, parce que, ok, tu n'es pas, de toute façon, tu seras pas prête, mais de Mhm. savoir un petit peu ce que Mhm. tu vas un petit peu vivre, je pense que ça prépare un petit peu. Mais honnêtement, c'est beaucoup de choses assez choquantes que j'ai très mal vécues. D'ailleurs, j'ai Mhm. raconté quelques fois Mhm. à certaines femmes. Elles me disent, mais sérieusement, je savais pas, j'étais pas au courant. Ben non, personne n'est Mhm. au courant, personne ne raconte ça. Je sais plus pourquoi j'ai parlé de ça d'ailleurs. Pourquoi j'ai parlé de césarienne? Oui, pour la préparation à l'accouchement, tu as dit qu'on Oui, prépare je à la disais, voie basse, oui, finalement, il y a bien plein de sûr. systèmes, hein, selon Mhm. les pays, hein. Finalement, il n'y a pas plutôt standard. Je croyais vraiment que c'était plutôt standard un peu partout. Moi, j'étais quand même contente d'accoucher ici parce que j'ai trouvé que de la bienveillance. Honnêtement, les sages-femmes, je pense toutes, Mhm. que j'ai vues, hein, parce qu'on en voit forcément plusieurs quand on est à la maternité Mhm. pendant la période d'accouchement, j'étais impressionnée. Mhm. Je me disais vraiment, là, c'est vraiment. Tu sens que ces femmes-là, Mhm. elles sont faites Mhm. pour ce métier, hein. Oui, Vraiment. Tu dis, oui, waouh!
elles sont faites Oui, pour ça, quoi. C'est pas genre je le fais et puis c'est tout. Que ce soit la manière de parler, la oui. douceur, la patience, Mm. tout, tout. Après, je suis peut-être bien tombée, euh, mais je pense que la plupart, elles sont comme ça. Mm. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un métier de sage-femme, la vérité. Les gynécos suivent la grossesse et suivent la santé de la femme, c'est vrai. Mais vraiment, ce moment d'accouchement, c'est un moment où les sages-femmes, enfin, occupent, on va dire, toute la scène. Donc, juste pour parler de l'accouchement ici. Je voulais juste revenir sur un point important. En France, c'est quand même les moyens que la France a et qui n'existent pas dans d'autres Mm. pays en cas de complications. Moi, dans mon entourage, j'ai deux connaissances. Une qui a eu presque un arrêt cardiaque pendant l'accouchement, enfin un Mm. petit, ou pendant le travail, je sais plus. Et ils l'ont transporté d'un hôpital à l'autre via hélicoptère. Impressionnant, ouais. Et son Vers un enfant, hôpital d'une voilà, zone, je sais pas comment on dit, voilà, qui prend en et, charge ces et cas-là. ça a sauvé la mère et l'enfant. Et ils vont très bien Mhm. tous les deux, et ils sont en très bonne santé. J'ai dans mon entourage aussi une connaissance qui a eu des jumeaux, pas prématurés, mais D'accord. des grands prémas, Mhm. c'est-à-dire, je Je sais crois que pas, c'était ils avant avaient. 26 semaines. Et Mm. puis le poids des bébés. Mm. Le- et j'ai eu l'information que si c'était dans un autre pays, on les aurait sacrifiés, ces bébés, parce que au-delà d'un certain poids, on peut plus rien faire pour eux. Et qu'ici, il y a quand même des moyens pour sauver la mère et le bébé. Donc, et ces enfants, ben, je les connais, ils ont grandi. Juste pour dire que c'est vrai que c'est tout à fait légitime et normal d'avoir cette crainte de je vais me retrouver toute seule Mhm. face à cet enfant et je vais manquer de moyens et je vais Mhm. pas savoir quoi Moyen de faire. soutien, oui. Voilà, parce que jusque-là, ce qu'on a reçu comme idée ou comme information, c'est que c'était quelque chose qui se transmettait de mère en fille. Or, il y a eu ben, les choses ont évolué, j'allais dire, il y a eu une rupture de cette transmission, parce que tu vois, moi, je n'ai pas été allaitée par ma mère. Et mes enfants, je les ai allaités. Tu Mm. vois, il y avait des conditions qui ont fait que ma mère ne pouvait pas m'allaiter. Et même la génération de ma mère, c'était une génération qui faisait 100% confiance à la science, à la modernité. C'était, on accouche dans une clinique, on donne le biberon, que ça ne pouvait être que bon pour l'enfant. C'était Mm. pour le bien de l'enfant. Les choses ont changé. Il faut s'informer. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de moyens pour s'informer, pour préparer son accouchement, j'ai l'impression qu'on met plus de soins à préparer le fameux trousseau, Mhm. comme si on a envie de, comment dire, comme si ce bébé était une sorte de cadeau ou une dette ou un don qu'on veut faire à la famille Mhm. et qu'on a envie d'emballer dans de beaux vêtements. Ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça, en tout cas. Il y a une part comme ça inconsciente de, Mm. voilà, Ça j'ai reste un accompli. cadeau, ça reste, Voilà. 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 Il y a Mais cette c'est pas part plus. inconsciente qui est vraiment très profonde et qui raconte beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a un lien qui se tisse, il y a une relation qui se construit, il y a une connaissance à faire, il y a une réciprocité à mettre en place. Et voilà. Avant de partir, toi, tu as ressenti cette histoire de solitude ou tu l'as plutôt bien vécu à chaque fois? Ben, disons que je suis de caractère une personne qui Tu vas être aime la seule. tranquillité, qui aime le calme. Et Mm. j'ai eu mes enfants dans des conditions qui m'ont permis d'être moi-même. Et dans les deux accouchements, mes parents et ma sœur avaient prévu de venir juste après. Dans mon deuxième accouchement, mes beaux-parents étaient là. Donc, comme aujourd'hui, on peut aussi savoir quand est-ce qu'on accouche, Mm. et puis entre la France et le Maghreb, c'est pas si loin que ça. Non,
je n'ai pas ressenti de solitude de mon expérience personnelle, mais j'ai entendu des récits où des femmes étaient seules, oui, où des femmes se sont senties seules et pas forcément des récits de mamans d'ici et d'ailleurs. Ah, Des ça c'est récits, intéressant, ouais. oui, les récits les plus éprouvants, vraiment, les plus éprouvants que j'ai entendus, c'était des mamans françaises, oui. Mm. Comme quoi. Comme quoi le postpartum est Mm, universel. mm, mm. C'est vrai que tu m'avais dit qu'en Allemagne, en plus, il y avait des histoires de mamans qui se voyaient, qui se regroupaient, donc Mm, et je comprends mieux. mm, Écoute, moi, je me rappelle juste d'une histoire, et des choses comme ça qui sont marquantes où, quand on est rentré après la naissance enfin, de la première naissance hein, de mon fils, on rentre. Je me rappelle, il nous dépose, maman, il nous dépose tous les deux, et après il redescend pour regarer la voiture, enfin dans une place mm, correcte, hein, parce que là, on s'était arrêté juste devant l'immeuble. Et on avait faim, je crois qu'il était 13h30. À l'époque, je mm, sais d'ailleurs, alors je le dis, même pas, ça m'avait traversé l'esprit que je pouvais commander dans un resto quelque chose de correct, même pas, hein. Tellement j'étais juste mm, du genre à manger maison, puis c'est tout, quoi. Et là, je me dis, bon, on a faim, je prends des patates, je les épluche, j'avais mal, hein, j'étais debout, mais j'étais mal, et puis je commence à mm, éplucher la patate, et je me dis, alors là, non. Non, parce que je vais garder ce souvenir toute ma vie que j'étais mal au point et que j'ai quand même cherché à cuisiner, quoi. Donc je mm, pose la patate et je me dis, j'attends, mon mari va venir, il va le faire. Donc il fait les frites, on va manger ses frites steak haché, hein, très simple parce qu'on a faim, il faut être mm, rapide, efficace. Voilà quoi. Et là je mange, on est quand même content d'avoir eu à manger, hein. mm, Et à un moment donné, je pars à ma soeur, je sais pas si c'était le après-midi même ou le lendemain, elle me dit, mm, t'as mangé quoi? Je lui dis, steak, frites, steak haché. Je dis, mais c'est pas comme ça que mange une femme qui vient d'accoucher, il faut manger des mm, soupes, je sais pas quoi. Et moi j'étais en mode, je crois que j'en ai pleuré d'ailleurs, si tu te rends pas ouais, compte. mm. Là, il fallait juste qu'on ait à manger. Genre moi, C'est j'ai pas ça. maman, ma belle-mère qui pouvait cuisiner Mm, pour moi. Tu ouais. vois, Oui, oui, les oui, moi, réalités, tu mm. vois. Moi, j'avais fait un stock de dattes, de fruits secs, de trucs comme ça qui donnent de l'énergie. Mm, Oui, ouais, j'avais emmené avec moi, au lieu d'emmener un trousseau avec les mhm, vêtements de l'enfant, j'ai emmené un sac avec des dattes, des céréales, des barres céréales, parce qu'on m'a dit, il faut de l'énergie. mm, Et parmi les conseils de la femme, la sage-femme, à l'époque, je mangeais de la viande. Elle m'a dit, il faudra manger un steak quand vous sentez qu'il y a le travail. Vous aurez besoin de sang, de fer et d'énergie. mm. Donc, du sucre et des protéines. C'est ça ce qu'elle m'a conseillé. Donc, je me rappelle que j'avais emmené ça avec moi. Pour la préparation et pour le fait de ne pas se sentir seul. En France, on commence à avoir ce qu'on appelle les maisons des 1000 premiers jours. Mm, Il faut vraiment se renseigner. Dans toutes les communes, aujourd'hui, on trouve des services, à part la PMI, des services de parentalité et se renseigner sur ce qui se passe les 1000 premiers jours. On veut maintenant, dans toutes les communes, on essaie en tout cas de mettre en place des services de 1000 premiers jours. 1000 premiers jours, c'est quoi? C'est un dispositif de périnatalité. Périnatalité, c'est ce qui prend en charge la maman depuis la grossesse à partir de 4 mois jusqu'à les 2 ans de l'enfant. Ce sont des espaces qu'on essaie de créer. Ils n'existent pas partout, mais en tout cas, ce sont des espaces ils sont comme ça en pleine implantation, qui prennent en charge la maman et pas uniquement la maman. En fait, tous ceux qui s'occupent de l'enfant. C'est justement pour prendre conscience que c'est une préoccupation, c'est une préparation dès les 4 mois de grossesse. Les 1000 premiers jours, d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Les 1000 premiers jours où le psychiatre, neuropsychiatre Cyrulnik explique le dispositif des 1000 premiers jours. Il y a des choses qui se font pour la prévention et la prise en charge. très bien, écoute, je fais juste la parenthèse, je pense qu'avec encore la nourriture, Mhm, quand des amis à nous, enfin quand on a eu un bébé, donc c'est des Français, et puis on part les voir, et
moi, je me dis, allez, voilà, ces nouveaux parents, voilà. Je crois que Mm. j'avais pas encore de bébé, moi, pour le coup. Mhm. Je prépare un plat de lasagne et je ramène un bon plat de lasagne et bon, ils étaient contents, mais après coup, bien après, ils m'ont dit, tu sais, je crois que c'était le meilleur cadeau qu'on a eu, un plat de Ah, lasagne. oui, Parce que bien ces nouveaux sûr. parents, ils sont fatigués et que tu Mm. es contente d'avoir à manger. Oui. Voilà. Ouais, encore Mais une fois, je suis voilà. désolée Oui, de parler encore de l'Allemagne parce que voilà, c'est personnel, mais il y a des pratiques qui existaient chez nous, hein. mais justement, je l'ai fait parce que pour Voilà, moi, c'est un truc bah, à faire, quoi, tu vois. oui, Et eux, c'est ils étaient vraiment. étonnés que j'arrive avec un plat de lasagne, mais Et voilà. je Mm. suis sûre que ça existait en France avant et que je suis Mm. sûre que ça existe encore dans les petites villes parce que là, nous, on est toutes les deux de la région parisienne, donc c'est une grande ville, les gens viennent d'ailleurs, il y a des préoccupations, mais je suis sûre que ça existe encore dans les petites villes. Euh, on se donnait les vêtements dès qu'on savait qu'une personne, on se donnait les vêtements entre frères et sœurs, entre cousins, enfin, et j'avais une copine franco-allemande elle connaissait les voisins, ils l'ont vue enceinte, ils lui déposaient des vêtements devant sa porte dans un sac. Voilà. Elle trouvait tout le temps devant sa porte des sacs de vêtements et des sacs de jouets. Et il m'a dit que même sa mère, qui était dans une ville lointaine, les voisins de sa mère ont préparé, à chaque fois qu'il y en a une qui avait des choses, et ça tournait comme ça. C'est des pratiques sociétales. Et la même chose pour la nourriture. C'est comme cette sage-femme qui m'a dit, non, mais ça va pas, tu vas pas passer ton temps à faire la lessive. Voilà. C'est un peu Mais c'est ça. complètement vrai en plus. C'est vrai, c'est Et, vrai. c'est fou, hein, parce que là, on parle de deux pays quand même qui sont Mm, frontaliers et bah, on voit que c'est complètement différent. Enfin, j'en mm, arrive moi à me dire, j'ai des choses à donner et je sais pas à qui les donner. Moi, mm, des fois, je trouve ça fou. Enfin, je sais mm, qu'il y a des gens qui en ont besoin, mais tu veux les donner de manière facile et pratique, hein, parce que bien sûr il y a des moyens, il y a des sites et tout, mais si ça pouvait être juste simple, mm. ce serait cool. Et Ouais. même, enfin, je ne penserais pas aller déposer tu vois, un sac devant la porte Oui. d'une femme qui a ton bébé ou qui a des enfants, bon, voilà, qui auraient besoin de la même chose, mais cool, sympa, Oui, bon à savoir, on pourrait mettre en place ça, pourquoi pas, un jour, oui, 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 bien certaine. sûr. Mm. Mm. Voilà, je pense que on a pas dit pas mal de choses, Leïla. Oui, on a fait le tour. Et Mm. puis, encore une fois, continuez à nous poser vos questions et à nous inspirer. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir d'échanger avec vous et de porter votre voix. Parlez-nous de vos expériences parce que là, c'est sûr qu'il y en aura. Allez pas me dire non, c'est sûr qu'il y a des Mm. histoires à raconter. Genre, on adore vos histoires et puis voilà, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt, les mers croisées.